like a stakeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. On recommanderait ce salon à tous les acteurs du e-business, du e-commerce et du retail en général, qui cherchent un moment de convivialité et qui cherchent à échanger sur les problématiques business. Everywhere you go, you bring the roof down. Everybody knows you got your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. Il y a plein de solutions, de très belles rencontres à faire et énormément d'inspiration. Et c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. This is a shakedown. Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes extrêmement nombreux pour cette 9e édition. 9e édition du One-to-One Expérience Client avec beaucoup de bonnes nouvelles puisque nous attendons 800 participants, plus 25% par rapport à l'année dernière, donc non des moindres. La preuve en est, c'est que la salle est presque pleine. Si vous voulez rentrer, il y a encore des places devant, donc n'hésitez pas. C'est 3 jours de discussion sérieuse sur un sujet qui est très chic, l'éthique. L'éthique, oui, vous avez bien entendu, l'éthique est à la mode et nous allons en parler avec autant d'élégance que si nous étions sur un défilé de haute couture. En tout cas, c'est l'ambition. Alors, pourquoi parler d'éthique dans le monde de la relation client? Eh bien, imaginez que vous êtes une marque, vous essayez d'améliorer le parcours client, de rester intègre, tout en jonglant avec les injonctions contradictoires du comportement d'achat à l'époque de l'inflation, du mieux consommer et bien sûr de la décision autour du prix. La consommation responsable, c'est un peu comme essayer de suivre un régime tout en passant devant une pâtisserie délicieuse. C'est difficile, mais on peut y arriver. Au cours de ces 3 jours, nous allons explorer ces défis avec humour, élégance et bien sûr une touche de ce charme basque que Biarritz nous offre. Nous allons parler éthique, data, intelligence artificielle, avec style et panache. Alors, préparez-vous à passer un moment fantastique, mettez vos soucis de côté, détendez-vous et laissez-vous porter par cette expérience unique. On fait tout pour, en tout cas. Souvenez-vous, dans le monde de l'éthique, l'élégance et la transparence sont clés. Profitez donc de ce temps à Biarritz, faites de nouvelles rencontres, merci d'être ici, et que cette conférence soit un succès éthique, élégant et surtout convivial. Avant de vous en dire plus, j'ai quand même, bien sûr, quelques petites recommandations à vous faire. Téléchargez l'application mobile, vous avez tous les renseignements, normalement vous savez tous où vous dormez ce soir et demain, mais il y a aussi l'annonce des restaurants dans lesquels vous déjeunerez et mercredi et jeudi, donc chose importante à suivre. Merci de respecter les horaires. On est sur un timing qui est effectivement très serré. Entre le casino et le Bellevue, pour aller dans chacun des restaurants, il faut compter entre 5 et 10 minutes. Donc, ne flânez pas trop dans les rues. On compte sur vous pour ça. Portez votre badge. C'est aussi un moyen de bien vous reconnaître les uns les autres et de pouvoir faciliter le networking. Et ils sont aussi nécessaires pour les soirées. Donc, merci à vous tous de pouvoir contribuer et respecter ces règles. Je rappelle que pour ce soir, la soirée est au Hall de Biarritz avec en tenue blanche et demain soir, c'est à l'Hôtel du Palais en tenue élégante. Pour commencer cette conférence d'ouverture, nous allons donc nous plonger au cœur des enjeux de la data et de l'intelligence artificielle, du marketing digital et de l'IA générative. Donc on va se scinder en 2 parties. La première partie avec Thomas Husson, qui est vice-président et analyste de Forrester, qui va venir nous dévoiler les dernières études et les chiffres les plus récents, qui est bien sûr en constante évolution, mais je laisserai Thomas en parler.
Puis nous aurons le plaisir d'accueillir après ça une intervenante exceptionnelle, Amal El Fallah, dont l'intervention au siège des Nations Unies sur l'IA for the Planet a été saluée. Donc c'est un privilège et un honneur de recevoir Amal tout à l'heure, qui répondra aux questions de Mélanie Bénard-Croza, fondatrice d'Impact for the Future, et qui partagera bien sûr son expertise. Donc préparez-vous à une journée riche en insights, détendez-vous, tout va bien se passer, et on compte sur vous pour cet événement. À toi Thomas, la parole est à toi. Bonjour à tous, merci beaucoup Sonia pour l'invitation. Je suis ravi d'être là à nouveau au One to One. Donc, je suis effectivement vice-président et analyste au sein du cabinet Forrester. Forrester, c'est un cabinet indépendant. On est entre la marque et l'ensemble de ses prestataires, que ce soit des acteurs du digital, du cloud, des agences ou des sociétés de conseil. Avec le son, c'est un petit peu mieux. J'ai 20 minutes chrono et pas une seconde de plus pour vous donner une vue d'hélicoptère, une vue d'ensemble des tendances que vous allez creuser pendant les 3 jours qui viennent. Alors, l'année dernière, pour ceux d'entre vous qui étaient présents, j'avais partagé le fait que la plupart des entreprises aujourd'hui nous disent qu'elles mettent le client au centre de tout, de leurs décisions, et que, en gros, l'expérience client est là pour délivrer la promesse de leur marque. Sauf que, en fait, l'année dernière, selon nous, les analyses qu'on avait faites montraient qu'il n'y avait que 3% des entreprises qui étaient réellement obsédées par leurs clients, qui avaient réellement opéré une transformation par l'expérience client. Alors, les chiffres de cette année, c'est une étude annuelle qu'on fait auprès de 1500 décideurs, ont été publiés hier. Ça tombe bien, je vais pouvoir les partager avec vous. J'ai une bonne nouvelle à partager avec vous, c'est que ce chiffre a doublé. On est passé à 6%. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore effectivement un long chemin à parcourir pour la majorité des entreprises. Pourtant, elles mettent l'expérience client au centre de leurs priorités. On a interrogé pas loin de 5000 décisionnaires, marketing, business, métiers et IT, dans différentes industries. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent l'expérience client, c'est dans le top 3 de mes priorités. Au même titre que les principaux enjeux de profitabilité, la croissance des revenus et la réduction des coûts. Le problème, c'est que la plupart des responsables de l'expérience client ont du mal à démontrer l'impact business et la valeur financière de l'expérience client. On en a plus d'1 sur 2 qui nous dit « je n'arrive pas à démontrer cette valeur » parce qu'ils ne font pas la corrélation avec les métriques financières qui sont partagées avec les investisseurs. Donc l'enjeu, c'est, et heureusement il y a des sociétés qui y arrivent, et je voudrais donner un exemple avec une société avec laquelle Forrester a travaillé ces dernières années, Kindred, qui est plus connue sous la marque Unibet. J'avais échangé à l'époque pas mal avec Christophe Den, qu'on avait accompagné sur cette problématique, et ils avaient mis en place un modèle prédictif, en fait, de scoring pour analyser l'impact de la satisfaction client, de la valeur du client tout au long de son parcours, sur des métriques traditionnelles de croissance de revenus et de baisse des coûts. Et donc, en fait, ils avaient jusqu'à 150 mesures de la satisfaction client sur le parcours client. Et ils ont mesuré, analysé l'impact sur la croissance des revenus notamment, ce qui est plus difficile à faire que sur la baisse des coûts. Et à l'époque, ils avaient montré que 7 points de NPS, c'était 120 millions d'euros de croissance de revenus. Et l'enjeu, c'est d'arriver à dépasser un peu la trilogie du next best. On parle souvent du next best product, next best offer et next best action. Ce qui est bien, mais souvent, c'est une métrique qui est un petit peu interne. C'est-à-dire qu'on veut augmenter l'ARPU, donc on va effectivement suggérer une vente de produits. On veut améliorer un certain nombre de métriques, type taux de conversion, etc. Mais on est souvent dans une problématique campagne et on n'est pas forcément toujours dans une problématique plus transverse qui va au-delà du marketing et qui prend réellement la valeur du client tout au long de sa fidélité à l'entreprise. C'est pour ça que c'est plus compliqué à mettre en œuvre, c'est plus difficile parce que c'est plus transverse, qu'il faut une plus grande maturité sur les sujets de Customer Analytics, mais la notion de Customer Lifetime Value est absolument clé ici. Et vous avez aujourd'hui à peu près 20% des entreprises qui la mesurent et qui la reportent. Alors,
quand je parle de Next Best Experience, on parle un petit peu d'expérience du futur, et ces expériences-là, selon nous, elles vont être de plus en plus invisibles. Elles vont avoir en fait pour vocation de réduire la charge mentale des consommateurs. Alors vous allez me dire, mais de quoi il parle? Expérience invisible, c'est un truc futuriste? Non, pour être très concret, ça existe aujourd'hui. C'est tout simplement, par exemple, vous utilisez Uber, vous payez dans l'application, vous ne vous en rendez pas compte, vous n'utilisez pas de moyens de paiement, vous recevez avant même d'ouvrir l'application une notification qui vous dit quand votre chauffeur arrive ou quand votre livreur arrive. Donc ce sont des petites choses assez concrètes, mais qui font qu'on est sur des fragments d'expérience qui sont déportés. Parce que la charge mentale du consommateur, elle est liée au fait que c'est à lui de se débrouiller principalement dans des interfaces graphiques que sont des sites web et des applications mobiles, avec des menus qui ont été codés en 0 et en 1 par des développeurs, mais ça ne répond pas au contexte d'interaction du consommateur au moment où il interagit avec votre marque. Et on voit bien, et je vais en parler évidemment de l'intelligence artificielle générative, mais la différence fondamentale, c'est que maintenant, le langage, entre guillemets, a été craqué par la machine. Et donc, on va pouvoir repenser des interfaces en langage naturel. Et donc, l'enjeu, pas des mois qui viennent, mais des années à venir, ça va être finalement de prendre en compte ces successions de moments du consommateur où il y a une situation bien particulière, il y a une émotion bien particulière, il y a un comportement bien particulier au moment où il interagit avec la marque. Et il va falloir déconstruire ces expériences que sont finalement principalement des interfaces graphiques pour aller vers des interfaces davantage conversationnelles, vers du chat, vers du vocal, vers des problématiques qui sont plus immersives. Donc c'est ça qu'il faut effectivement arriver à mettre en place. Et ça suppose de partir du contexte, de comprendre quel élément déclencheur pour aller effectivement pousser le bon contenu sur le bon canal en fonction d'un consommateur donné. Et là, on peut se dire effectivement, le point de départ, on le répète chez Forrester depuis longtemps et on accompagne beaucoup de nos clients parce qu'on a des analyses dédiées sur ces problématiques des parcours clients, c'est l'émotion, c'est l'empathie, et c'est ça le point de départ. Le but, ce n'est pas de générer un maximum de contenu, il faut déjà savoir à qui les adresser et dans quel contexte et en fonction de quelles émotions. Et c'est là où on pourrait se dire, finalement, l'IA générative, elle va tout régler. J'aime bien présenter chaque année, vous le savez, il a été speaker avec moi une année ici, Tom Fishburne, que vous connaissez probablement de The Marketonist, qui a résumé un petit peu la magie de l'intelligence artificielle générative avec ce petit graphique, ce petit croquis qui vraiment croque, pour le coup, l'air du temps. Où il dit, et ça peut paraître paradoxal, c'est une intelligence artificielle qui va générer des contenus humains, empathiques et réels. Alors évidemment, je vous rassure, on en est encore assez loin, même si oui, sur certains outils, on peut choisir le ton de la marque, on peut définir un style, s'assurer que c'est dans l'ADN de la marque, etc. Mais on est encore relativement loin de ça. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte d'avant et d'après, et que, entre guillemets, avant ChatGPT, l'intelligence artificielle n'existait pas. Je voudrais quand même juste remettre les pendules à l'heure. Il y a 1 an de ça, un tout petit peu après ce forum, ici, ce one-to-one à Biarritz, il y avait déjà plus des 2/3 des directions marketing qui utilisaient l'intelligence artificielle. Et il n'y a pas que ChatGPT, comme vous le savez, il y a énormément de modèles différents, de large language models, avec des investissements très significatifs, jusqu'à 4 milliards la semaine dernière d'Amazon dans Anthropic, et bien d'autres. Et ça n'est qu'un des sous-ensembles, finalement, des éléments de deep learning, de machine learning, c'est qu'une des technologies liées à l'intelligence artificielle. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est vrai que ça a un côté magique. C'est-à-dire que vous, comme moi, ou comme ma fille de 15 ans pour ses exposés, se disent « mais c'est génial, ça va me faire gagner un temps fou et je peux produire du contenu, des images et tout un tas de choses ». Et donc du coup, ça a été un révélateur, principalement au niveau de l'interface, de plein de nouveaux cas d'usage. Et effectivement, ils sont nombreux. Quand on regarde les métiers du service client, la possibilité de faire un résumé d'appel quand vous êtes en contact avec quelqu'un dans un service client, d'avoir une amélioration de la fiche produit, d'avoir de la production automatisée de contenu sur LinkedIn, sur des blogs, sur des newsletters, d'avoir des chatbots améliorés. Donc il y a plein de cas d'usage, mais on est encore beaucoup dans des logiques d'expérimentation et pas encore totalement d'industrialisation. En tout cas, les marques ont un petit peu peur et elles commencent davantage par déployer ça sur leurs propres employés avant d'aller sur quelque chose qui est réellement centré
sur le consommateur. Et c'est cette bascule qui va avoir lieu l'année prochaine et qui va s'accélérer. Et pour résumer un peu l'avantage pour le marketing, Mark Reed, le patron de WPP, le dit assez bien en disant l'intelligence générative, l'IA générative, est en train de changer le monde du marketing à une vitesse incroyable. Et c'est vrai que ça va vite, et c'est vrai qu'il va y avoir une possibilité d'augmenter le marketing, avec, selon nous, 3 cas d'usage principaux. Le premier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le temps, la productivité et le fait qu'on va avoir des outils pour être plus créatifs, pour passer à l'échelle et pour automatiser un certain nombre de tâches. Plutôt au niveau des employés aujourd'hui, qu'on soit dans les agences ou dans les fonctions des différentes entreprises. Et puis, on va aussi pouvoir avoir une connaissance plus fine du consommateur à travers l'analyse des données non structurées, donc principalement les images, les vidéos. Et enfin, et c'est ce qui va arriver un peu plus tard, mais qui commence déjà à arriver, la possibilité de davantage personnaliser l'expérience client. Et quand on interroge des directeurs marketing, ils nous disent oui, c'est un outil qui nous permet d'aller plus vite, en particulier sur des contenus courts, qui permet d'automatiser un certain nombre de choses. C'est comme un assistant. Donc il y a plein de nouveaux cas d'usage qui arrivent. Et un premier qu'on a tendance à oublier dans la production de contenu, c'est celui-ci. C'est la page blanche. Ça évite le syndrome de la page blanche. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis analyste. J'ai publié plus de 200 rapports. Et quand j'ai dit que j'allais intervenir ici et synthétiser un certain nombre d'études Forrester, j'ai eu pas mal de remarques en me disant « Mais pourquoi tu n'utilises pas l'IA générative? Pourquoi tu ne fais pas faire ta présentation par PowerPoint ?» Limite, l'étape d'après, c'est pourquoi tu n'as pas un robot qui vient présenter à ta place? Je disais oui, sauf qu'il y a un certain nombre de choses qui sont off dans des interviews, qui ne sont pas dans les rapports. Il y a des mises en perspective, il y a des prises de recul, et puis il y a un engagement avec l'audience qui n'est pas tout à fait le même. Mais je me suis dit, OK, je vais jouer le jeu, je vais appliquer le truc pour voir ce que ça donne, parce que ce titre qu'a choisi le comité éditorial, ce thème de l'éthique, c'est chic, m'intriguait. Donc j'ai dit, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire l'éthique, c'est chic? Et donc, m'a répondu effectivement que ce sont prendre en compte, être respectueux des normes morales et sociales, être élégante, tendance et à la mode. Et moi, la réponse ne m'a pas suffi parce qu'il y a un côté un peu élitiste qui est décorrélé des enjeux business, à mon avis. Parce que si ce qu'on raconte est vrai, on est en train de nous dire que l'éthique a des enjeux sociétaux et économiques absolument énormes. Il y a eu une sorte de schisme parmi les pontes de l'intelligence artificielle, des débats assez profonds en disant ça va trop vite, ça va trop loin. Vous avez effectivement Geoffrey Hinton qui a quitté Google, vous avez des débats entre Yann Lequin et Joshua Bengio qui ne sont pas tout à fait sur la même ligne, et on se dit ça y est, l'intelligence s'autonomise de son contexte et devient consciente par elle-même. Bon, je pense que la réalité, c'est plus proche de ce que raconte Luc Julia, c'est que c'est une intelligence augmentée qui rapporte à des prompts, et qui certes a des risques, mais on ne parle pas encore tout à fait, en tout cas pas demain, de ce risque éthique-là. Et d'autres disent, oui, mais le risque majeur, c'est sur les emplois. Alors, on a regardé, on a essayé de modéliser ça, et c'est éminemment complexe, parce qu'on est dans une logique de destruction créatrice dite, entre guillemets, schumpeterienne, sauf que ça s'accélère tellement vite qu'on n'est pas sûr que cette modélisation soit aussi fiable qu'elle ne l'était par avant. Et nous, ce qu'on constate, c'est que oui, évidemment, il y a des tâches administratives qui vont faire que des tâches vont être automatisées, des emplois vont disparaître. Mais on a tendance à oublier qu'il faut des compétences, notamment de supervision, d'édition, pour tous ces contenus qui sont produits, et puis que la plupart des jobs vont changer. C'est surtout ça qui est important, le mien comme le vôtre. Et donc, la manière de résumer ça, c'est souvent de dire ce n'est pas l'IA qui va vous remplacer, c'est quelqu'un qui utilise l'IA. D'où l'enjeu, effectivement, d'investir dans ce que depuis plusieurs années, chez Forrester, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle, nous, de RQ, le Robotics Quotient. Donc il y a eu IQ, le QI, EQ, QE, le quotient émotionnel, et on dit maintenant que les organisations, les individus dans l'organisation, les personnes dans vos équipes, les graphistes, les producteurs de contenu, un peu tout le monde, doivent s'approprier ces outils. Les organisations doivent s'acculturer à ces logiques-là en développant une logique de confiance et de réassurance. Alors vous allez me dire, oui, tout ça c'est bien joli, mais on n'en est pas là, parce qu'on n'a pas la data. Alors certes, sur les LLM, il faut des volumes de data moins importants, mais il faut quand même une data assez propre, assez raffinée. Et si je devais caricaturer et résumer, pas de data, pas d'IA.
Quand on pose la question aux marketeurs, quels sont vos défis principaux dans les 12 prochains mois, ce n'est pas une surprise, l'omnicanalité, le ROI, l'agilité, mais aussi, avant de pouvoir passer à l'échelle sur l'intelligence artificielle, c'est dans un contexte cookie-less d'avoir les bonnes datas. Alors certes, il y a les data clean rooms, certes, il y a l'évolution de Privacy Sandbox, etc., mais c'est compliqué aujourd'hui d'avoir la data. Et quand bien même on aurait la data, il faut une gouvernance autour de cette donnée. Parce qu'en fait, quand vous voulez faire de la personnalisation, il y a plein de techniques possibles qui ont un impact plus ou moins important, mais qui dépendent du risque de la donnée, selon qu'elle est personnelle ou contextuelle, et puis du risque associé à l'algorithme lui-même, qui est plus ou moins opaque. Donc, il y a un enjeu éthique extrêmement important, et c'est ce que nous disent les marketeurs. C'est quoi les défis et les challenges par rapport à ça? C'est d'abord et avant tout que l'IA propose, suggère, produise des contenus qui sont biaisés, des contenus qui sont faux, et des problèmes liés au copyright. C'est pour ça que vous avez un certain nombre d'entreprises, je pense à Club Med, Quentin Briard en parlait récemment, qui ont mis en place un comité d'éthique pour s'assurer effectivement que on ne fait pas n'importe quoi, notamment avec la donnée consommateur. Mais on est encore loin d'un chat GPT qui détrônerait Google. On a lu ça ici ou là, et il y a trop de non-sens cohérent. Certes, là, en octobre, ça s'améliore. On va avoir DALL-E 3 qui est bien plus puissant, apparemment, que Midjourney, qui va être intégré dans le texte. On va avoir une approche multimodale, mais ce ne sera pas en 2024 que les parts de marché vont évoluer significativement. D'ailleurs, Bing a évolué de quasiment rien sur les 6 derniers mois. Donc, ce n'est pas encore un moteur de réponse. Donc le vrai enjeu éthique, le vrai problème aujourd'hui, c'est presque un enjeu démocratique. On l'a vu si vous avez suivi l'actualité en Slovaquie ce week-end. Il va y avoir des élections aux États-Unis, les fake news et le droit de la propriété intellectuelle. C'est ça l'enjeu aujourd'hui principal. Et on est dans un monde quand même où l'application qui peut-être devient à la mode, c'est plus be real pour les jeunes, c'est be fake. Ce qui est quand même un petit peu inquiétant. Alors, dans tout ça, comment on régule au niveau éthique? On peut laisser faire les plateformes, une logique d'autorégulation. Malheureusement, quand on regarde les dernières nouvelles, et d'ailleurs ce n'est pas il y a si longtemps que ça, Google, Meta ou Microsoft ont licencié des personnes en charge de l'IA responsable. Ou alors on peut dire, on va sur une logique plus régulée, comme le fait l'Union européenne, où l'AI Act, au passage, n'est que l'un des nombreux éléments de législation et de régulation, comme vous le voyez derrière moi. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que juste après moi, dans exactement 3 minutes 29, il va y avoir une table ronde sur les enjeux géopolitiques de l'IA. Mais je voudrais quand même revenir rapidement sur cette notion d'éthique. On voit que ça devient un enjeu business. Sinon, vous n'auriez pas eu 7000 Bicorp depuis 2016, vous n'auriez pas 300 Bicorp en France, avec des entreprises qui, effectivement, sont plus éthiques et mettent les enjeux de RSE et d'ESG au cœur de leur business. Et vous aurez d'ailleurs à 18h, je crois, une table ronde avec Utopie, que je vous invite à ne pas rater, qui est un cabinet de conseil à impact qui est pionnier dans le domaine. Mais ce n'est pas un enjeu de dire, OK, il y a quelques milliers d'entreprises qui sont Bicorp, et puis tout le reste répond à l'impératif du marché, à la loi actionnariale des 3 mois. En fait, il y a un enjeu bien plus grand, que chez Forrester on appelle la révolution écologique, qui est de dire, c'est même pas l'éthique qui va décider de ça, c'est à la fois un enjeu business, parce qu'il y a énormément de disruption et d'innovation, et que cette révolution écologique, c'est à mettre en parallèle des révolutions industrielles des siècles passés, parce que ça va tout changer, ce qu'on mange, l'énergie qu'on utilise, la façon dont on se déplace, avec énormément d'innovation. Mais c'est aussi les lois de la physique. Combien d'entre vous, juste par curiosité, levez la main bien haut, reconnaissent immédiatement ce graphique, les 9 barrières planétaires? Bien haut que je vous vois. OK. Levez la main encore si vous êtes capable de nommer les 9 barrières planétaires. Voilà. C'est comme ce matin dans le train, il y avait des petits modules d'explication d'automne, c'est quoi la consommation moyenne. Il y a encore parmi les dirigeants beaucoup d'incompréhension sur ces sujets qui sont des sujets scientifiques. Ce sont des faits, les ressources ne sont pas infinies, elles sont finies. Et le changement climatique n'est que l'une des 9 limites planétaires, et 6 ont été franchies, ça a été annoncé par le Stockholm Resilience Center il y a 10 jours, 2 semaines. Donc l'enjeu, c'est d'intégrer ça dans le modèle économique de l'entreprise. Et il y a pour ça un livre que je vous recommande de lire, qui est absolument fascinant, qui s'appelle Green Swans, d'Elkington. Elkington, c'est celui qui a théorisé les 3 P, People, Planet, Profit. Et donc il met ça en parallèle, par analogie avec la fameuse théorie du cygne noir, en disant
on peut accélérer, on peut innover et on peut changer un certain nombre de choses. Pour ça, ça suppose effectivement, et c'est difficile, de ne pas faire abstraction du contexte macroéconomique et géopolitique. Parce que quand on parle de ça, les gens vous disent « oui, non mais il y a plein de crises, il y a la crise énergétique, il y a l'inflation, il y a le pouvoir d'achat. » Et quand on regarde au niveau global, ce ne sont pas des données Forrester, là, ce sont des données Ipsos EDF, on voit que l'environnement, au niveau global, ce n'est pas forcément la priorité des priorités. Et puis on voit qu'y compris dans des foyers avec un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé, c'est la deuxième priorité. Et donc, on est presque dans une situation où on pourrait se dire, finalement, le choix, c'est entre des produits haut de gamme où les consommateurs sont prêts, une niche de consommateurs est prêt à payer une prime pour des produits dits neutres en carbone, ou en tout cas, et c'est une bonne chose si Apple en fait un axe de différenciation, ou des produits low cost. Mais on n'est pas dans ces éléments-là. On voit déjà, avec l'explosion de la seconde main qui commence à passer à l'échelle avec Kiabi, qu'on peut concilier les deux. Et surtout, que les consommateurs qui ne peuvent pas se permettre de payer, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne vont pas exiger des marques davantage de valeur environnementale pour le même prix. Et donc, il y a un effort à faire extrêmement fort sur la maturité de la transformation durable des entreprises, où la majorité sont encore au stade, j'ai envie de dire, de la compliance, de la régulation, de se mettre en conformité avec la régulation européenne qui arrive, où on définit des objectifs à 2030-2035, mais ne les ont pas encore opérationnalisés. Et juste pour terminer, pour ne pas dépasser mon temps, je voudrais terminer avec cette citation. J'ai eu la chance d'interviewer Andrea Alvarez, qui était l'ancienne patronne marketing de Natura, une des bicorps que vous avez vues, une des marques leaders dans la cosmétique, qui disait « Une des raisons, entre guillemets, de notre succès, c'est d'abord, j'étais très proche des fondateurs, et c'est eux qui décident du modèle économique, de la stratégie et de ce que l'on veut réellement faire, donc il faut cette impulsion-là. Mais c'est aussi parce que je n'avais pas que le marketing. J'avais l'équipe Sustainability qui était en charge de mettre en place un environnement, ce qu'on appelle un e-PNL, donc un PNL environnemental et sociétal, comme Kering l'a fait à la suite de Puma. Et surtout, j'avais les équipes R&D et innovation. Parce que l'enjeu, si on veut réellement parler d'éthique et qu'on veut être sérieux sur la problématique d'éthique, c'est de dire, et il faut commencer par ça avant de faire de l'éco-design, de la science comportementale, du nudge, du story-making, c'est d'aligner sa proposition de valeur, ses offres, ses produits, son modèle économique à sa raison d'être. Et ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir une raison d'être environnementale, mais si on en a une, c'est éminemment important d'aligner sa proposition de valeur. Voilà, j'ai dépassé de quelques secondes, donc je vous remercie infiniment pour votre attention.